C'est là où on voit l'intérêt commun entre objectifs impériaux des États-Unis et volonté de croissance illimitée des géants de la tech. Ils appartiennent à un espèce de courant qu'on peut appeler le techno-libertarianisme. Ils portent avec eux des visions du monde, des visions de l'avenir, de ce qu'ils veulent pour eux, pour les populations, etc. Et sauf qu'en fait, ils ont les moyens de leurs ambitions. Donc je pense qu'à ce titre-là, il faut quand même les prendre minimalement au sérieux. Il pourrait y avoir des territoires qui pourraient en fait opérer des détachements, enfin des formes de des mouvements sécessionnistes, mais qui nous viendraient non pas des mouvements révolutionnaires, mais qui nous viendraient, disons, du top 0,1% de la population, des leaders du numérique, etc. C'est là où il y a en fait une espèce de monopolisation des discours sur l'avenir, où l'avenir est à la fois dans les IA, dans la colonisation spatiale, dans le transhumanisme. Moi j'entends techno-féodalisme, je me dis ah ouais en fait on est au Moyen-Âge d'un truc qui va nous arriver dans la gueule, et en fait c'est pas ça. Salut et bienvenue dans Batterie Faible. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle parce que c'est à la mode et de la fin du capitalisme, parce que c'est cool. Juste avant que l'épisode démarre, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez cet épisode, c'est super important. L'intuition pour ce podcast, c'est qu'en fait, les termes comme néolibéralisme, ultralibéralisme ou capitalisme, ça suffit plus pour décrire l'état du monde économique dans lequel on vit. Et donc, en fait, c'est une autre grille de lecture qu'il nous faut. Et donc, c'est ça dont on va parler. Ouais, carrément. Pour illustrer ça, c'est que tu vois, il y a à nouveau des espèces de gros monopoles, notamment incarnés par les firmes du numérique, tu vois. Donc ça, c'est quand même un changement de structure assez majeur. Il y a l'anecdote de Elon Musk qui arrive au gouvernement pour un espèce de ministère de la simplification administrative, mais finalement qui se barre un mois plus tard. The future is gonna be amazing! Il y a le regain de tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Enfin, en gros, il y a différents éléments comme ça qui en gros, rendent insuffisants les termes comme juste capitalisme, libre économie de marché, etc., tu vois, pour décrire les formes d'économie mondiale, quoi. Et là, il y a un exemple tout récent, là, très intéressant aussi, c'est Amazon qui annonce vouloir supprimer 14 000 ou 30 000 emplois, et ça à cause de l'IA. Et donc ça y est, quoi, il y a un truc qui change, c'est qu'on nous avait promis ou annoncé que on allait être remplacé par la machine et par l'intelligence artificielle, et ça y est, quoi, c'est maintenant. Et ça montre qu'il y a une bascule qui s'opère, et qu'il va falloir en parler du coup différemment. Pour ça, il y a une grille de lecture intéressante, qui s'appelle le techno-féodalisme, et donc tu vas nous parler un petit peu. Alors vraiment gros disclaimer initial, l'idée là c'est vraiment pas de dire que le techno-féodalisme serait l'unique et la seule grille de lecture, tu vois, qu'on va utiliser, mais en tout cas ça peut éventuellement amener des éléments intéressants pour comprendre, comme on disait, les modifications un peu de l'économie mondiale, du capitalisme, etc. Du coup, question quid de genre fin du capitalisme ou non avec l'avènement de l'IA et les monopoles des firmes du numérique. Et du coup, techno-féodalisme, en tout cas, c'est une notion qui nous vient de Yanis Varoufakis. Il parle de techno-féodalisme et en France, après, c'est repris par Cédric Durand, qui est un universitaire, donc moins connu que Yanis Varoufakis, mais en tout cas, c'est lui qui va notamment écrire un bouquin qui s'appelle Le techno-féodalisme, où du coup, il va étayer effectivement cette hypothèse. Et du coup, en gros, ce qu'il nous dit en substance, c'est que là où il y a cette intuition que finalement, il y a des changements de paradigme assez majeurs, c'est notamment sur l'influence que vont opérer en fait les firmes du numérique sur l'économie mondiale. Et il y a une donnée qui est super simple. Si tu regardes en fait les plus grandes capitalisations au monde, tu vois, tu regardes la liste des 10 premières capitalisations qui correspondent d'ailleurs souvent aux 10 mecs les plus riches au monde, c'est Nvidia, Amazon, Google, Meta, je sais pas, j'ai pas la liste exhaustive ici, Palantir, etc. D'ailleurs, on parle souvent, donc là c'est côté Silicon Valley, mais en fait côté asiatique, il y a aussi des énormes monopoles dans les firmes du numérique. Si tu penses à Alibaba, Baidu, il y a Tencent aussi, c'est ceux qui gèrent WeChat, Xiaomi qui est un concurrent à Samsung, enfin bon voilà, ce genre de trucs. Donc là il y a aussi d'énormes capitalisations boursières côté firmes du numérique asiatique. Ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles sont toutes associées à ce qu'on appelle la numérisation de la vie, la digitalisation de la vie. L'un des éléments centraux de ces firmes-là, c'est la donnée comme nouvelle forme de capital, ok ? Parce que tu vois, si tu regardes Amazon, qu'est-ce que produit Amazon ? C'est délicat de dire, tu vois, est-ce qu'ils produisent matériellement quelque chose ? Non, en fait, ils ont des espèces d'infrastructures qui leur permettent de capter de la donnée, de la redistribuer, de la traiter, de la revendre et de la valoriser, quoi. Et la particularité, pourquoi il y a un changement quand même de nature, c'est que le néolibéralisme, ou en tout cas le capitalisme dans sa forme, on va dire, du XXe siècle, c'était principalement ce qu'on appelait le capitalisme productif et industriel, où grosso modo c'était accumulation de matières premières, exploitation par le travail humain, et du coup valorisation et prise de profit quand tu accumules ces deux trucs-là. Et là, la particularité, c'est qu'on a du coup ce capital-là qui est l'accumulation de données et la captation de données qui devient l'espèce d'élément, on va dire, primordial de la valorisation notamment des entreprises, tu vois. En fait, cette grille de lecture-là, il y a déjà une sorte d'intuition chez Marx autour de la notion notamment de general intellect, où lui, en gros, ce qu'il analyse, c'est que en plus du capital que serait la propriété des moyens de production
et aussi de l'autre côté l'exploitation de la main-d'œuvre, quoi, du travail, eh bien il y aurait une nouvelle forme de capital qui serait du coup plutôt fictif et immatériel, qui en fait est contenu dans en fait le savoir scientifique et technique qui est nécessaire au processus de production, tu vois. En gros, les ingénieurs, les scientifiques, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'évolution technique, le développement technique du capital. Et lui, il dit que cette forme-là de capital, qui est du coup en quelque sorte qui est intangible, pourrait en fait, comment dire, prendre une place prépondérante dans justement la production de valeur. Et on peut dire qu'effectivement, c'est ce qui advient là, même si là, ça prend la forme plutôt de la donnée et du coup des plateformes du numérique, etc. On peut dire que la donnée devient l'espèce de nouveau pétrole, disons, du 21e siècle. Bon, du coup, tu nous dis que Marx, il avait déjà tout compris, mais qu'est-ce qui nous manque pour en fait aller plus loin que cette analyse-là? Je pense que le changement, il est relativement subtil, c'est qu'effectivement, il comprend qu'il y a déjà une existence de cette nouvelle forme de capital, mais aujourd'hui, la façon dont elle occupe une place prépondérante et hégémonique dans la structuration de l'économie, c'est ça qui change. Et justement, là, on en vient à l'un des... parce qui a été théorisé par Cédric Durand dans le technoféodalisme, c'est le passage d'une logique de profit à une logique de rente. Ce qui drivait le capital dans sa forme, on va dire, néolibérale, c'était marché libre, concurrentiel, international, okay, dans lequel la logique de profit est centrale. Et là, ce qu'il y a de nouveau avec la logique de rente, c'est que l'économie de marché, c'est-à-dire le milieu sur lequel se déploie, on va dire, cette concurrence entre les industries, eh bien, elle va être cadrée en quelque sorte et chapeautée par les firmes du numérique qui vont remplacer le marché par les marketplaces. Pour un exemple très concret, comment Amazon en fait remplace le marché, parce que si toi tu es un capitaliste intermédiaire, n'importe quel commerçant, tu ne peux pas imaginer distribuer ton produit indépendamment des grandes plateformes. Donc Amazon pour tout simplement la vente des produits, Google pour les encarts publicitaires. Si tu es producteur de films, tu peux pas t'imaginer produire ton film indépendamment de Netflix, Prime Video, etc. Donc, ou même YouTube, tu vois. La question des relations, méta, ce genre de choses. Donc en fait, c'est que d'un seul coup, la logique de profit et de concurrence, elle existe toujours, mais dans un cadre qui est absolument délimité par les plateformes du numérique. Donc techno-féodalisme, ça ne veut pas dire qu'on est au Moyen-Âge de l'ère technologique, mais plutôt que en fait, les firmes du numérique vassalisent les autres entreprises. C'est-à-dire que les nouveaux seigneurs, c'est les entreprises du numérique. Pour reprendre la métaphore féodale, effectivement, tu as les seigneurs féodaux qui vont tout simplement prélever un impôt sur les paysans, les serfs, qui en gros exploitent les terres qui appartiennent à ce seigneur féodal. Donc lui, il ne produit rien en tant que tel, il prélève une rente, et comment il prélève cette rente? Par un effet de contrainte, parce que les paysans dépendent des seigneurs, que ce soit pour la mise à disposition des terres, pour la sécurité. Et du coup, les seigneurs du numérique à l'heure actuelle vont effectivement du coup prélever une rente sur la production, tout simplement en modifiant le milieu, du coup en créant des marketplaces dont tu ne peux pas te passer, en créant effectivement toutes les plateformes qui permettent de tout simplement distribuer la valeur. C'est là où il y a une nouvelle définition autour du concept de valeur. Est-ce que finalement la valeur c'est uniquement ce que tu produis, ou finalement est-ce que tu es absolument dépendant de la distribution? En gros, tu peux produire le meilleur produit, si tu n'as pas de débouché, tu vois, ta valeur, elle est jamais actualisée, quoi. Tu vends rien, quoi, concrètement. Donc effectivement, la notion de valeur, elle est absolument dépendante de la capacité à distribuer un produit. Ça fait un peu penser à Apple qui, en fait, quand tu achètes un iPhone ou un Mac, tu es obligé d'avoir le bon câble, tu es obligé de passer par l'App Store, tu es dans un tunnel qu'ils ont créé et tu en es complètement dépendant. Effectivement, tu as une imbrication de ta dépendance immatérielle et matérielle. Comme tu dis, les informations qui sont sur le cloud, la question des smartphones qui sont produits matériellement, il y a une imbrication comme ça qui te rend dépendant. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple d'Amazon, une grosse partie de son chiffre d'affaires n'est pas générée directement par la marketplace, mais générée par son cloud, ses serveurs, de ce qu'on appelle AWS d'ailleurs. Et du coup, c'est là où il faut comprendre l'espèce d'asymétrie en fait que créent ces firmes-là, non seulement par, disons, la propriété des plateformes, mais disons toute la détention de l'infrastructure matérielle. Derrière l'idée de numérisation de la vie ou digitalisation de la vie, c'est évidemment une pirouette sémantique parce que cette vie-là, elle repose sur la production concrète de smartphones. Il y a des gens qui vont dans des mines pour choper des métaux précieux, ce qui explique aussi les guerres, enfin les tensions géopolitiques entre les US et la Chine autour ce qu'ils appellent des terres rares, du coup l'accès à ces métaux-là, etc. Les câbles sous-marins, enfin bon, bref, on connaît toute l'infrastructure Internet sur laquelle repose Internet et la numérisation de la vie. Il faut comprendre du coup ces firmes-là à la fois comme détenteurs de la captation et la production, on va dire, de données, et en même temps l'infrastructure matérielle sur laquelle repose cette captation et ce traitement de la donnée. C'est comme à Marseille, où dans le port de Marseille maintenant il y a des implantations d'énormes data centers, parce qu'en fait c'est trop bien placé et qu'avec les câbles sous-marins c'est idéal pour servir les serveurs dans toute l'Europe. Enfin, c'est un vrai délire, tu vois.
Ouais, pour enfoncer le clou justement sur cette dépendance aux infrastructures et comment ça leur permet de renforcer leur monopole. Par exemple, Amazon, donc via leur data center AWS, ils hébergent tout un tas de startups, du numérique, etc. Et par exemple, s'ils constatent un accroissement de l'affluence sur tel ou tel site qui correspond à ou telle startup, ils peuvent se placer en premiers investisseurs, ils peuvent se placer hyper tôt dans leur société de capital risque, etc. Donc d'investissement. Ouais. Et du coup, c'est là où on comprend la logique asymétrique un petit peu, qu'en gros, quand tu détiens l'ensemble de ces informations-là, l'avantage, il peut se situer à plein d'endroits, tu vois. Et évidemment qu'ils l'exploitent. Par exemple, aussi, si on part sur le registre d'intelligence artificielle, tu vois, OpenAI, par exemple, donc la société qui développe ChatGPT, eh bien, elle dépend de l'infrastructure de Microsoft. Donc, Microsoft est le plus gros investisseur d'OpenAI, ok, donc il y a une espèce de relation d'interdépendance qui est hyper forte, ok. OpenAI dépend absolument de Microsoft pour fonctionner, et en même temps, Nvidia produit les microprocesseurs et les GPU qui permettent la puissance de calcul qui est nécessaire à ChatGPT. Et donc là on comprend, tu vois, l'espèce de formation de monopole un peu à l'image des Standard Oil des Rockefeller du début du XXe siècle, où du coup tu vois toutes les entreprises, tous les sous-traitants, etc. sont finalement concentrés dans très peu de mains finalement, en tout cas aux États-Unis, tu vois. Du coup, pour clarifier, j'avais une petite note, c'était pour le dire crûment, la richesse ne vient plus de l'exploitation du travail dans un marché compétitif, mais d'une rente extractive des plateformes digitales qui contrôlent l'accès à l'économie. Les plateformes remplacent le marché. Carré. Donc, tu as parlé de Nvidia et Microsoft, c'est des entreprises devenues extrêmement puissantes et qui rivalisent avec la puissance des États, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà des États qui sont inféodés à ces entreprises ? Bah justement, l'un des éléments phares un petit peu de l'analyse techno-féodale, c'est justement ça vient questionner le renversement des hégémonies entre les États et les firmes du numérique. Et en fait, à plein d'égards, les États sont déjà concurrencés par les firmes du numérique en termes de gouvernementalité, enfin en gros de qui dirige et comment les choses fonctionnent, quoi. Pendant la pandémie aux États-Unis, le gouvernement dépendait des algorithmes de Apple et Google sur ce qu'ils appellent le contact tracing pour en gros identifier et prévenir d'éventuels foyers de contagion et de foyers d'épidémie, quoi. Donc tu vois, il y avait en gros un État dépendait de l'infrastructure numérique des firmes à ce moment-là, en tout cas en termes de gestion de la pandémie. Si tu regardes dans d'autres registres comment Elon Musk a racheté Twitter, du coup actuellement X, un an et demi avant la campagne de Trump, quelle est la première chose qu'il a fait quand il a racheté X ? Il a réactivé le compte de Trump, et comment il a pu favoriser d'un point de vue de l'algorithme les publications, etc. Enfin en gros comment X a été l'un des supports de la campagne du deuxième mandat de Trump. Du coup évidemment là tu vois qu'il y a une espèce d'imbrication quand même assez visible. Un autre exemple peut-être qui est plus subtil, c'est comment Uber, par exemple aux États-Unis, donc là pour la livraison d'humains, enfin le taxi quoi. Pour le taxi, comment en fait ils ont contourné les réglementations gouvernementales justement qui encadrent le métier de taxi, quoi. Puisque en fait ce qui régule disons cette activité-là, c'est l'algorithme d'Uber. Tu vois, en gros, comment t'es payé, comment tu fonctionnes, etc. C'est par l'algorithme, disons, que le comportement des chauffeurs Uber est décidé, et pas tant par les lois gouvernementales qui encadrent le taxi. Et d'ailleurs, il y a eu des procès, etc. Même en France, autour de Uber Eats, tu vois, comment, en fait, ils ont pu imposer, tu vois, à chaque livreur, du coup, une forme administrative d'auto-entrepreneur. Mais en fait, le seul employeur, c'était Uber Eats. Donc, c'est de l'emploi déguisé, mais qui leur permet, en fait, d'exploiter ces gens-là dans des formes super précaires, quoi. Et du coup, c'est à cet endroit qu'il y a un peu conflit, en quelque sorte, entre gouvernementalité, on va dire, par les algorithmes, et législation par, du coup, des États, tu vois. Un autre exemple encore, et celui-là, pour le coup, il est assez drôle, c'est que en France, il y a eu la commission d'enquête parlementaire qui a convoqué des influenceurs TikTok. Donc déjà, le premier constat, c'est qu'ils se sont dit, il y a littéralement toute notre jeunesse qui passe 5 heures par jour sur TikTok et on ne comprend pas ce qui se passe là-dessus, on ne comprend pas comment ça fonctionne, parce qu'effectivement il n'y a pas de documentation explicite de comment fonctionne un algorithme, quel est le type de contenu qui est favorisé, etc. Ça reste des règles super opaques, tu vois, qui sont entre les mains du coup de ces firmes-là, et en fait ils ont convoqué les influenceurs en leur disant mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi. Il y avait vraiment le gratin de l'influence française, donc c'était assez drôle, et du coup c'est là où tu vois que finalement
tu as une jeunesse d'un État qui passe 5-6 heures par jour sur TikTok et des députés qui essaient de comprendre ce qui se passe et qui essaient de légiférer. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il y a, effectivement, on peut se poser la question de comment les gens sont produits comme sujet, tu vois. Est-ce que c'est par du coup des règles étatiques ou est-ce que c'est par les applications les applications qu'ils consomment et la façon dont elles vont guider des types de comportements, tu vois. Et du coup, en ce sens, on peut parler, des applications, des nouvelles technologies comme des véhicules de pouvoir. Et ici, pouvoir non pas entendu sur la forme uniquement répressive et coercitive, mais pouvoir plutôt entendu comme processus de subjectivation, c'est-à-dire que comment, en consommant des écrans, tu vas être finalement, tes comportements vont être induits, comment tu vas être produit comme sujet, tu vois. Et donc là, en ce sens, il y a du pouvoir qui passe, dans n'importe quelle application que tu as sur ton smartphone. Amazon va guider une certaine manière de consommer, Meta une certaine manière de se lier aux uns et aux autres, et ainsi de suite, tu vois. Du coup, tu vas être produit comme sujet par l'intermédiaire de ces applications. La question, c'est que, notamment du point de vue des luttes sociales ou des luttes pour le travail, etc., ça change aussi la question de la cible politique, tu vois, parce que tu peux, par exemple, tu dis pour un livreur Uber, t'as pas de... Tu vas où, tu vois, t'as pas de patron au-dessus. Ça te subtilise en quelque sorte la cible politique évidente qu'était le patronat, au profit maintenant de règles opaques, algorithmiques, des data centers. Et voilà, donc ça modifie quand même considérablement cette question-là de la cible politique, tu vois. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'à la tête de ces entreprises du numérique, il y a des patrons et il y a aussi des idéologues qui ont une vision du monde en fait, et pas n'importe laquelle. Et on peut prendre un exemple, si tu veux bien. Allez, let's go. Et l'exemple, c'est Balaji Srinivasa, qui a écrit un livre qui s'appelle The Network State, How to Start a New Country, et dans lequel il vante ses rêves, je vais vous lire ça, d'un monde dans lequel les institutions collectives sont remplacées par des réseaux d'ordinateurs qui se chargent d'orchestrer les lois du monde réel. Dans ce logiciel idéologique, les fonctions régaliennes, l'équilibre des pouvoirs et la délibération sont assurés par des programmes informatiques présentés comme infalsifiables et infaillibles. Un modèle qui calque la gestion d'un État sur le fonctionnement d'une start-up. Ça vend du rêve. What I'm really calling for is something like tech Zionism. A movement supported by a global network to take back territory in the city, floor by floor, street by street, block by block, policeman by policeman. What I mean by Silicon Valley's ultimate exit. It basically means build an opt-in society, ultimately outside the US, run by technology. And this is actually where the valley is going. Effectivement, comme tu dis, et du coup, ça c'est une autre manière d'interpréter, on va dire, l'action des firmes du numérique. La première, c'était en tant que véhicule de pouvoir par la gouvernance algorithmique. Mais effectivement, l'autre interprétation, c'est aussi de se dire qu'à la tête de ces firmes-là, il y a des idéologues, en tout cas des gens qui ont des visions du monde bien précises. Et donc, il faut aussi les voir comme des véhicules idéologiques. Sam Altman, Elon Musk, Peter Thiel, donc Sam Altman, le mec d'OpenAI, Elon Musk, on connaît SpaceX, X, etc. Peter Thiel, lui, il a la tête de Palantir, ça a été un des gros investisseurs chez Facebook, ça a été le collègue d'Elon Musk chez PayPal, etc. Et eux, ils appartiennent, avec des nuances, ils appartiennent à un espèce de courant qu'on peut appeler le techno-libertarianisme. Ils portent avec eux des visions du monde, des visions de l'avenir, de ce qu'ils veulent pour eux, pour les populations, etc. Et sauf qu'en fait, ils ont les moyens de leurs ambitions. Donc je pense qu'à ce titre-là, il faut quand même les prendre minimalement au sérieux. We get kind of money and property right, and that it's a strong foundation for building kind of a world that we all want to live in. Et l'un des fantasmes qu'on retrouve, et d'ailleurs ça fait écho avec la métaphore féodale, c'est le fantasme des cités-États. Tu vois, l'idée qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des territoires qui pourraient en fait opérer des détachements, enfin des formes des mouvements sécessionnistes, mais qui nous viendraient non pas des mouvements révolutionnaires, mais qui nous viendraient, disons, du top 0,1% de la population, des leaders du numérique, etc. Et du coup, par l'intermédiaire de ces cités-États, il pourrait y avoir aussi des formes de monétisation de la citoyenneté. Tu vois, en gros, pour être citoyen de ces nouvelles start-up États, eh bien, en fait, tu devrais payer un certain prix, que ce prix que tu payes, ça pourrait être, donc là on rentre dans d'autres débats, ça pourrait être blockchainisé par, tu vois, l'espèce de technologie, de la blockchain, des crypto-monnaies, il y aurait des moyens de vérifier que tu as bien payé, enfin bon bref, gros délire autour de cette idée de monétisation de la citoyenneté. Et ça, c'est pas juste un délire, c'est un vrai courant de pensée. I'm definitely very interested in ways that you can sort of tokenize real estate and actual physical land to create better forms of society and governance. I do think America is in slow decline right now. I would like us to all in crypto think about how we actually go create physical places in the world
to preserve freedom over the long term. I think that's ultimately crypto's destiny. And I think that if we want to increase freedom, we want to increase the number of countries. Oui, en tout cas, dans le techno-libertarianisme, l'idée du détachement territorial vis-à-vis des États qui sont en fait des visions un petit peu arriérées de ce que c'est la gouvernementalité, eux ils y croient, tu vois. En tout cas, Elon Musk, Peter Thiel, tout ça, voilà, ils veulent ça. Mais là où il y a une espèce de paradoxe, c'est que fondamentalement, ils ont besoin des États. C'est-à-dire qu'en fait, Elon Musk, Tesla, etc., c'est subventionné à toute balle par les États. On voit aussi que tu vois l'influence qu'ils ont portée dans la campagne de Trump. Donc tu vois, la campagne de Trump, ça a été majoritairement financé par des gros acteurs de l'industrie cryptographique. Comme on l'a dit aussi, Elon Musk a largement participé à son élection, etc. Et du coup, évidemment que eux, leur intérêt, c'est quand même, ils ont face à eux des États, des gouvernements. L'une des stratégies, c'est plutôt d'influer les États pour, en tout cas, déréguler, on va dire, le développement des technologies, baisser les impôts, enfin des trucs... Pour que ça aille dans leur sens, quoi. Pour que ça aille dans leur sens. Donc en fait, derrière des fois des velléités un petit peu sécessionnistes, se cachent en réalité plutôt des modes d'influence que j'appellerais plutôt du carjacking de l'État. En fait, du coup, tu pousses un type comme Trump, comme il est financé en grande partie par l'industrie cryptographique, en fait, depuis le début de son mandat. Enfin, ça, c'est pas un truc qui est super médiatisé, mais il fait que des annonces pro crypto-monnaie, voilà, en termes de réserve fédérale de Bitcoin. Enfin bon, bref, voilà, c'est énormément de choses comme ça. Évidemment, il favorise aussi voilà, la dérégulation en faveur du développement des firmes de la tech, etc. Du coup, plutôt que favoriser l'hypothèse, on va dire, aux sécessionnistes, ce qui se passe là concrètement, c'est plutôt une imbrication, en tout cas pour les États-Unis, une imbrication entre firmes du numérique et État. Et en fait, là où il y a une sorte d'intérêt quand même commun, c'est que les États-Unis ont des objectifs impériaux, tu vois, en termes d'hégémonie sur le reste du monde, et que l'un des moyens de poursuivre ces objectifs, c'est d'avoir une longueur d'avance sur la tech. Et donc, il y a un intérêt à ce qu'il y ait des géants de la tech aux États-Unis qui aient toujours une longueur d'avance, notamment en termes de développement d'IA, etc., sur notamment la Chine ou tu vois le bloc BRICS, quoi. Le terrain du conflit géopolitique, il se passe effectivement sur cette espèce de course à l'innovation, comment les États-Unis gardent une longueur d'avance, donc comment ils gardent aussi un contrôle sur les minerais, enfin en tout cas les métaux qui vont permettre la production des GPU, enfin en tout cas des microprocesseurs et des cartes graphiques qui vont faire tourner les data centers, etc. Il y a aussi une course au spatial, enfin voilà, tu vois. Et ça, c'est des terrains du conflit aussi géopolitique, tu vois. Cette dynamique, elle va contre, là pour revenir aussi sur l'idée que finalement le libéralisme est insuffisant pour comprendre la situation, c'est que ce qui garantissait en tout cas l'essor du néolibéralisme, c'était notamment le démantèlement des monopoles, c'est les lois antitrust aux États-Unis qui en fait ont démantelé le Standard Oil de Rockefeller, les monopoles aussi autour de l'industrie du tabac, etc. Et finalement là, tu as un retour à, disons, la création de monopoles. C'est là où on voit l'intérêt commun entre objectifs impériaux des États-Unis et volonté de croissance illimitée des géants de la tech. Ouais, d'ailleurs, il y a Meta, Palantir et OpenAI qui ont été sollicités par l'armée américaine aussi. Là, on voit effectivement le regain, disons, de collaboration très forte entre les universités de la tech, les startups, enfin les firmes de la tech et la défense américaine. D'ailleurs, ça fait partie de l'histoire aussi de l'IA, où il y a toujours eu cette imbrication hyper forte entre ces différents éléments. Et notamment, Palantir. Palantir, pour rappel, c'est l'entreprise de Peter Thiel, donc ancien collègue d'Elon Musk. Palantir, ce qu'elle fait cette entreprise, c'est de la récolte et du traitement massif de données assisté par intelligence artificielle. Donc juste c'est du volume et du traitement énorme qui permet de faire en fait de l'analyse prédictive. Donc ses clients, ça va de effectivement la défense américaine. Elle a fourni des données, récolté des données sur le champ de bataille ukrainien. Elle a fourni aussi de la donnée pour Israël. Mais aussi elle a comme client les polices européennes. Donc il y a Europol, la DGSI, etc. aussi. Et du coup il y a ce Peter Thiel, mais son collègue, le co-founder aussi de Palantir, s'appelle Alex Corp, et lui pour le coup il a une formation philosophique et une formation de juriste, d'accord. Et lui il écrit un bouquin qui s'appelle Technological Republic. Il affirme que le monde occidental, en particulier l'industrie technologique de la Silicon Valley, a perdu son ambition collective, s'étant concentré sur le fait de produire des applications de consommation plutôt que des technologies structurantes pour la société, pour la défense et pour la civilisation occidentale. Il veut une mobilisation culturelle qui soutiendrait le lien fort entre État et industrie de la tech pour défendre les intérêts de l'Occident en pleine décadence, dans un contexte géopolitique menaçant. Ça illustre, à mon sens, parfaitement, tu vois, cette espèce d'imbrication entre projets politiques et firmes du numérique, et ici en l'occurrence pour Palantir. T'as une petite phrase d'autocode de fin de séquence là. Évidemment. Autocitation.
Pour être clair, il faut être conscient qu'il y a à la fois des dynamiques de concurrence interne au capitalisme et aux firmes du numérique. Elles sont bien concurrentes entre elles, ça existe toujours, c'est toujours l'une des caractéristiques du capital. Mais il faut croiser avec ça une vision plus géopolitique qui regagne du terrain, et bien souvent, les reconfigurations économiques ont des motivations politiques. Il y a cette notion dont les géants de l'IA parlent beaucoup, là, c'est la singularité. Le moment où en fait l'IA deviendrait plus performante que les humains, on n'aurait plus besoin de travailler et ce serait une société d'abondance. Enfin, une sorte d'idée qui dirait que l'IA va sauver le monde. Est-ce que toi tu crois à ces conneries ? C'est marrant parce qu'il y a d'un côté, comme tu dis, tout un discours autour de l'IA qui sauverait le monde et qui sauverait en l'occurrence le capitalisme, qui pourrait nous faire arriver dans une espèce de société d'abondance. Et d'ailleurs, on nous garantit aussi un revenu universel. Sam Altman, Elon Musk et tout, ils parlent de ça dans cette espèce de futur hypothétique que serait la singularité technologique. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Et en fait, ça c'est commun aussi avec une partie de la gauche qui en gros propose le revenu universel comme une espèce de juste redistribution des richesses captées par les IA et par, on va dire, le capitalisme cognitif. Toute une partie de ce discours-là, c'est du marketing. C'est du marketing pro-IA, c'est aussi quelque chose qui va largement servir aux investissements, etc., en faveur d'OpenAI ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est ça aussi qui est compliqué avec les questions d'intelligence artificielle, c'est que les sources que tu as pour te documenter là-dessus, une partie de ces sources, c'est du marketing pro-IA, tu vois, genre, voilà, qui est quand même destiné aux investisseurs, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi un truc qui est assez mainstream que tu peux voir dans les différentes théories, c'est l'idée que l'IA est une espèce de grosse bulle qui va éclater un jour ou l'autre, au même titre que la bulle Internet a éclaté au début des années 2000, et que finalement, il y aurait une espèce de disproportion énorme entre la quantité d'investissement et on va dire les capitalisations de ces grandes startups et de leur monétisation, enfin de leur profitabilité réelle, leur valeur réelle. Tout ça se passe dans un contexte où le capitalisme, il va pas très bien. En gros, l'un des critères pour mesurer la santé du capital, c'est son taux de croissance. Et le taux de croissance du capitalisme est 2 fois inférieur, enfin 2 fois plus petit qu'il y a 50 ans. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a tout un discours sur qu'est-ce qui pourrait sauver en fait cette espèce de capitalisme, de stagnation, quoi. Et l'IA fait partie de ce discours-là. C'est là où il y a en fait une espèce de monopolisation des discours sur l'avenir, où l'avenir est à la fois réside dans les IA, dans la colonisation spatiale, dans le transhumanisme. Et ça, c'est vraiment les 3 secteurs qui vont être arrosés en fait par ce qu'on appelle les venture capitalistes, donc les capital riskers, les grosses sociétés d'investissement qui vont être motrices généralement dans l'émergence de ces startups. The people of Mars will be more enlightened and will not fight amongst each other too much. Parmi ces acteurs-là, certains sont absolument conscients qu'il y a une espèce de bulle autour de ça et qu'il y a un excès, on va dire, de ces valorisations. Mais là, encore une fois, pour repartir sur l'hypothèse techno-féodale, c'est que ce qui est plus important, c'est pas le profit immédiat, mais la logique de monopole que vont constituer ces firmes-là. Et donc OpenAI, même si elle est moins rentable, si elle n'est pas rentable au jour d'aujourd'hui, elle exerce un monopole conséquent qui fait qu'elle va aussi pouvoir influencer les régulations, ce genre de choses. Et donc en fait, c'est là où finalement le monopole est plus important que la profitabilité immédiate. Okay. C'est vraiment très compliqué de savoir là tout de suite est-ce qu'il y aura une profitabilité des IA qui permettra finalement, disons, de compenser leur surinvestissement. Enfin ça, pour le coup, c'est des trucs d'analyse économique que je maîtrise pas. Mais du coup, peut-être on peut faire des hypothèses autour de comment l'IA, elle peut venir modifier effectivement l'état du capitalisme et du travail, etc. Et du coup, il y a une première réflexion qu'on peut se faire, c'est un raisonnement par analogie. C'est-à-dire que dès que dans l'histoire, il y a eu des technologies qui ont été ce qu'on appelle disruptives, c'est-à-dire des technologies qui ont bouleversé, disons, l'état des choses existants. Comment ça s'est passé ? Et par exemple, pendant la révolution industrielle, le moment où on sort les travailleurs des champs grâce à la mécanisation ou l'industrie de masse, tu vois, par exemple l'industrie automobile, enfin tu vois, toutes ces grands pas dans l'évolution technologique, on peut dire que systématiquement, le capital a su, disons, s'adapter et faire des formes de, plus ou moins de redistribution de richesses pour que, disons, la forme capitaliste continue d'être hégémonique, tu vois. On pourrait se dire que finalement, les IA, elles vont aussi créer plein d'emplois, des gens devront surveiller les data centers, des gens devront entraîner les IA, d'ailleurs c'est déjà le cas, il y a déjà des armées d'annotateurs, que ce soit à Madagascar, en Amérique du Sud. Des gens qui passent leur temps à entraîner les IA, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, une création, on va dire, de nouveaux emplois et du coup, en quelque sorte, redistribution de la valeur. On peut tout à fait aussi imaginer que le capital, d'un seul coup, il va aussi valoriser le travail humain. Tu vois, à l'image du label bio, tu aurais le label
humain, donc nouveau secteur de marché que serait le travailleur humain. Enfin voilà. Et finalement, le capital qui s'adapte à cette nouvelle technologie disruptive. Bon, ça, on y croit moyen. C'est quoi l'hypothèse la plus probable d'après toi? Le truc le plus probable, c'est qu'aujourd'hui, la question de la captation de données, du traitement de la donnée, etc., c'est ce qui génère le plus de valeur, ok, tout simplement. Et les IA, elles viennent accroître ce phénomène-là, puisque, disons, quasiment l'ensemble de la culture et de la connaissance humaine est finalement réduite, a été compressée dans des modèles de langage comme ChatGPT, etc. Ce qui fait qu'une grande partie des emplois, de ce que font les gens dans des emplois tertiaires. Tu vois, en France, c'est une économie qui a été désindustrialisée. Une grande partie des gens bossent dans soit les métiers du service, soit les métiers du tertiaire. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens sont payés pour envoyer des emails. Évidemment, je caricature un petit peu, mais disons pour le dire très très vite. Et évidemment que ChatGPT va être en capacité de le faire plus vite pendant qu'il dorme et moins cher qu'en payant ces humains-là, tu vois. Et du coup, dans un espace concurrentiel où évidemment les entreprises qu'elles cherchent, c'est, baisser, on va dire, leurs investissements, accroître leurs profits, ça paraît absolument logique que, tu vois, les IA s'imposent comme nouveaux travailleurs, nouveaux producteurs de valeur, enfin nouveaux travailleurs. Et d'ailleurs, pour l'exemple d'Amazon, et tu vois, du plan social, enfin en tout cas du plan de licenciement qui va concerner entre 14 000 et 30 000 personnes. D'ailleurs, en termes de communication, ils n'ont pas été très fins, ils ont annoncé très clairement que c'est à cause de l'IA. Eh bien, les gens qui sont concernés, ce sont ce qu'ils appellent des cols blancs. Ouais. C'est des gens qui bossent dans le management, dans le marketing, dans les ressources humaines. Et du coup, c'est pas les petits annotateurs, etc., qui, eux, ont pour l'instant du travail dans une forme super sale, super précarisée, avec une exploitation absolument horrible. Mais là, les gens qui sont concernés par ce licenciement sont des gens, on va dire, de classe moyenne, qui ont quand même fait de soi des études, etc. Et donc ça, c'est vraiment le profil type de ce qui pourra être remplaçable par l'IA. Et donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est non pas, du coup, une société qui déboucherait sur sa forme société d'abondance avec un revenu universel pacifié ou je sais pas quoi. Du coup, ce qui paraîtrait plausible, c'est que finalement le 99% de la population qui ne détient pas les moyens de production ici des firmes numériques finalement se retrouverait à converger autour d'un même seuil de précarité. Il y a un déclassement de ceux qui sont au-dessus des ouvriers. Il arrive la même chose au col blanc que ce qu'il est arrivé aux ouvriers quand les usines ont été délocalisées. Non, mais ça se trouve, on va juste tous devenir des mécanos de l'IA, quoi. Ça. La particularité aussi, c'est pour l'avenir du capital, c'est que le capitalisme peut pas, demeurer un capitalisme de stagnation, parce que par définition, ce que promet le capital, c'est quand même de l'ascension sociale, de l'accroissement de richesse, de l'amélioration des conditions de vie et des formes de vie. Et donc en fait, ça peut pas tenir si finalement la perspective c'est extrême accumulation de richesse par les firmes et revenu universel bas de gamme pour le reste des fourmis, quoi, de ce monde, quoi. Enfin nous, quoi. Alors il y a quoi de joyeux là-dedans? C'est quoi? Ah oui, non, et c'est la question que j'allais te poser, mais j'avais peur de la réponse, alors Non, moi je dirais que là, pour rappel, vraiment ça c'est fondamental, c'est que toute l'analyse qu'on vous produit là, c'est pas pour dire qu'il n'y a plus de capitalisme industriel. Il y a encore évidemment des usines, des industries, il y a encore Total, il y a du capitalisme pétrolier, il y a du charbon, il y a du nucléaire. Voilà, ça existe toujours, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, grille de lecture techno-féodale pour comprendre renversement un petit peu des hégémonies, création des nouveaux monopoles. Bref, mais du coup, en miroir de cette analyse-là, il y a une théorie en fait autour de c'est quoi le nouveau sujet politique, le nouveau sujet révolutionnaire qui peut émerger de cette reconfiguration. Dans un capitalisme industriel, le sujet révolutionnaire c'est la classe ouvrière qui pourrait du coup au travers de sa place dans les rapports de production finalement reverser des hégémonies, reprendre possession des moyens de production, blablabla, bref, toute cette rhétorique là. Et là la question c'est finalement dans une économie digitalisée en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? Et du coup ça a été cette grille de lecture techno-féodale a vachement été reprise aussi par la France Insoumise, Mélenchon, etc. ont vachement repris, tu vois, cette grille d'analyse. Et lui, ce qu'il en fait, déjà la première critique qui lui a été faite, c'est du coup d'occulter finalement ce capitalisme industriel qui demeure, quoi. Donc voilà, ça c'est la première objection, mais à laquelle on a répondu. Et l'autre question, c'est que lui, il dit, en fait, le nouveau sujet, en quelque sorte, c'est le peuple des réseaux. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, c'est plus tant ta position par rapport au travail qui va déterminer, on va dire, ta position sociale et à partir de quoi le conflit se pose, mais à partir de ton accès ou non au réseau. Donc, alors lui, il entend par réseau, non seulement les réseaux au sens numérique, quoi, mais aussi les réseaux, tout simplement, ta distance par rapport au transport en commun ou les réseaux au sens vraiment physique, tu vois, les transports, ce genre de choses. Tout le monde vit en ville
ou d'après le mode urbain. Il n'existe pas, même dans la plus profonde campagne, quelqu'un qui dit « je ne veux ni de la télé, ni de l'électricité, ni de la flotte courante », c'est-à-dire de quoi? Des réseaux. Ce qui va définir le peuple en tant qu'acteur social, c'est sa dépendance au réseau. Et du coup, lui, il renverse finalement la catégorie de classe ouvrière vers peuple des réseaux. Et ça pose aussi plein de soucis, parce que pour moi, c'est insuffisant, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, peut-être que dans un autre podcast ou quoi, on pourra du coup poser plus un petit peu ces questions-là. Qu'est-ce que ça ouvre sur des plans plus politiques et de conflictualité? Tu veux nous faire la bande-annonce du prochain épisode? Prochain épisode, en tout cas les prochains épisodes, ce qui est en travail, question du sujet révolutionnaire, sujet politique, du point de vue de la France insoumise, peuple des réseaux, etc. Plein de trucs à dire, plein de critiques à émettre. Et aussi question du fascisme cognitif, voilà, donc la question des IA, mais plutôt sur quel type de subjectivité elles produisent. Et est-ce qu'on peut parler de fascisme cognitif aussi? Ça, c'est une bonne question. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Appuyez sur le petit pouce bleu, partagez et mettez des commentaires. Bon, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, putain. Maintenant, on va demander à l'IA de tout monter. Ouais, putain.